Après un début d'émission rythmé par l'humour, la toile, Internet, la comédie, place maintenant à une autre forme d'expression. Il s'agit de la peinture, la mémoire finalement globale, la culture collective. La peinture, mesdames, messieurs, pour certains artistes, c'est à la fois un univers de partage, mais également un univers de réflexion. À quel niveau se situe notre invitée? Elle nous dira, dans tous les cas, elle s'appelle Bienvenue Fotso, elle est peintre, photographe, artiste visuel. Elle est à Banjul, formée à Douala, mais exposée un peu de partout dans le monde, à Paris, aux États-Unis. Je dis ça, je dis rien. Elle présente dans quelques jours à l'Institut français de Douala son exposition intitulée La Voix X des génies, visible du 13 juin au 26 juillet 2025, avec un vernissage particulièrement ce vendredi à partir de 18h. Entre installation, photographie, peinture, on va essayer de parler un peu de tout. Bienvenue. Fotso, par exemple, explore ce qu'elle appelle les archipaysages, des œuvres poétiques construites à partir d'écorces de plantes, de piments naturels, pour dire quelque part l'urgence écologique, mais aussi la mémoire des savoirs ancestraux. On rappelle qu'elle vient de l'Ouest et quelque part la culture, la tradition, c'est fondamentalement important. Avec elle, finalement, l'art devient un cri doux. Bel oxymore, un rituel plastique, une tentative de reboisement, mais des esprits. Bienvenue pour ce bonjour et merci de répondre à nos questions. Merci pour l'invitation, je suis très honorée d'être là aujourd'hui. Comment tu trouves cette brève présentation? Je pense qu'elle dit beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de vrai dans tout ce que tu dis, donc ça va, j'ai pas de problème avec. Tu sais, la difficulté dans mon métier, c'est pas vraiment une difficulté, c'est un challenge. J'ai l'avantage de vivre 1000 vies en recevant des invités avec des parcours différents, je vois, au quotidien. Et c'est finalement de savoir entrer dans leur univers, à la fois au travers des questions et au travers des introductions. Mais en préparant cette émission, tu vois, durant la nuit, je vois ça coulait de source. Et moi, je suis très content d'avoir cet entretien avec toi aujourd'hui. Bon, je rappelle aux auditeurs que le titre de l'exposition, c'est La Voix X des génies. En disant La Voix des génies, parce que en fait, le V-O-I-E, c'est voix, c'est-à-dire le chemin. Maintenant, si on enlève le E, on met le X, ça donne la voix qu'on peut écouter. Ah, là, tu nous présentes un double sens. En fait, c'est double sens. C'est pour marquer le double sens du mot voix qui est utilisé dans ce titre-là. Et voilà, tu viens de répondre à la première question, parce que moi je voulais te poser, mais qu'est-ce que tu caches derrière le mot X? Bon, après, X n'existe pas, c'est un double sens tel que tu l'as dit. Est-ce que c'est finalement, c'est quoi derrière l'esprit, la vision? Est-ce que c'est une image aux esprits, par exemple? Est-ce que c'est finalement simplement savourer ta passion, tout simplement, ou bien présenter une sorte d'expression, mais l'expression de ton âme est d'un point de vue totalement silencieux, parce que là, on parle de toile. Bon, hommage peut-être aussi, parce que de rentrer un peu dans, je ne sais pas si je vais dire ma généalogie, et d'où est-ce que l'idée de ce travail-ci est partie à la base. Donc moi je suis issue en fait d'une famille de gardiens de la tradition. Donc dans ma famille, nous sommes d'une lignée où il y a toujours eu quelqu'un qui soignait par les plantes, et donc ce don-là, il est transmissible. Donc de génération en génération, il y a toujours eu quelqu'un, et aujourd'hui celui qui porte en fait cette casquette, cette responsabilité-là, c'est mon oncle, le grand frère à ma mère. Et donc quand je commence avec les arts plastiques à me former, il arrive un moment où on te dit voilà, il faudrait que tu essayes de trouver peut-être une thématique sur laquelle tu vas travailler, tu vas aborder dans ton travail, et ça me vient de source en fait de parler de l'environnement, parce que je suis très attachée à l'environnement, à la protection de la nature, et de voir en fait tout ce que les forêts peuvent produire, et le rôle en fait qu'elles peuvent jouer dans notre vie de tous les jours. Je me suis dit voilà, je voudrais pouvoir vraiment m'intensifier dans cet aspect-là. Et par la suite, en marquant cette communauté de destin entre l'homme et la nature, j'ai dit il faudrait que je rentre un peu vraiment à la source. Et pour moi, la source, c'était de parler des plantes médicinales, parce que j'ai grandi entouré de cela. C'est quand à la maison, quand on avait peut-être un mal de tête, il suffisait que maman dise, parce que l'oncle pouvait le prescrire, de couper peut-être le roi des aides, quelques feuilles, de laver, de mâcher. Vous voyez, peut-être une petite blessure, et de pouvoir utiliser aussi cela, comme on dit, c'est le petit
principe. Donc en ayant grandi dans cet environnement, je me suis dit mais tous les jours on utilise en fait ces éléments-là, mais on n'a pas peut-être conscience de leur impact, non seulement dans nos vies, mais aussi et surtout en ce qui concerne notre environnement de façon générale. Donc je me suis dit si j'ai cet attachement en fait pour la nature, pour la préservation justement de ces essences qui nous font beaucoup de bien sur le plan de la santé et sur le plan écologique aussi, je me suis dit il faudrait que je puisse parler de cela parce que pour moi je ne peux pas me déconnecter de ça. C'est entièrement moi, non seulement sur le plan ancestral, voilà, c'est quelque chose qui coule de source et maintenant avec ce métier dans lequel je suis entrée, j'ai dit il faudrait que ce soit mon identité, que je parle de quelque chose qui soit effectivement rattaché à moi et c'est pour cette raison en fait que j'ai axé ce travail-là sur justement la préservation de cet héritage culturel qui est de pouvoir soigner par les plantes médicinales et pour ce projet spécifiquement justement qui est intitulé La Voix des génies, c'était de se dire en Afrique généralement quand on parle de médecine, la médecine n'est pas que physique en fait. Quand on veut soigner un être en Afrique, ce n'est pas que physique, c'est d'abord à la base quelque chose de spirituel, parce que très souvent on interprétait la maladie comme une déconnexion en fait peut-être avec son environnement ou alors que tu es porté atteinte peut-être à ton voisin, à ton frère, donc qui est cette déconnexion. Et en rentrant dans cette logique-là, je me suis dit, mais aujourd'hui, on n'en prend peut-être pas suffisamment conscience. Parce qu'on pose des actes qui abîment la nature, qui abîment notre environnement, ou qui abîment même notre prochain, mais on n'est pas conscient, en fait, du retour que cela peut avoir dans nos vies de tous les jours. Donc, pour moi, il était donc important dans cet esprit-là, de mettre en exergue le côté aussi spirituel de la médecine. C'est vrai qu'avec la médecine moderne, que naturellement, je ne suis pas en train de botter en touche, parce que je me dis qu'on peut naturellement je me laisse ces deux éléments-là, la médecine moderne qui met peut-être plus en exergue le soin physique. Pour moi, il est important en fait de garder cette connexion qu'on a, parce que c'est quelque chose qu'on avait avant que la médecine moderne ne soit ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une mutation justement de cette médecine traditionnelle pour qu'on en arrive aujourd'hui à sortir des médicaments et tout. Donc, pour moi, il était important en fait de mettre en exergue aussi le côté spirituel. C'est pour cette raison que j'en viens donc avec ce titre, La Voix des génies, parce que chez nous en Afrique, quand on parle de génie, ça renvoie à quoi? Ça peut renvoyer au totem, ça peut renvoyer pour moi, ça peut renvoyer au totem, aux êtres spirituels qui sont invisibles, mais qui nous aident en fait dans cette reconnexion avec nos aïeux. Et ça renvoie également à quoi? À justement ces praticiens-là, ces gardiens de la tradition. Ça peut être des rois, ça peut être des chefs, ça peut être tous ces dignitaires en fait dans les villages qui en fait gardent ce socle-là et essaient de le perpétuer, de le transmettre. C'est un peu tout cela qui est un peu présenté à travers La Voix des génies. C'est à partir du 13, dans quelques jours seulement, et ça va durer un peu plus d'un mois. Peux-tu décrire au public ce qu'ils vont finalement découvrir à l'Institut français du Cameroun? Peut-être je ne vais pas complètement décrire parce que l'objectif aussi, c'est surtout que les gens puissent se déplacer pour venir découvrir. Il y aura de la peinture, déjà, qui est mon médium principal, la peinture acrylique sur la toile, donc on aura des tableaux. Et à côté de ça, on aurait également une vidéo d'art qui a été réalisée dans le courant en fait de la réalisation de ce projet, parce qu'il faut noter que j'ai commencé à travailler sur ce projet spécifiquement en fin 2023, donc on est à au moins 2 ans, et j'ai dû faire on peut dire des immersions pour rentrer vraiment au plus profond, parce que pour moi parler, il ne faudrait pas juste parler de quelque chose à la surface, il faudrait vraiment aller au fond et être un peu conscient de ce qu'on est en train de dire et de savoir si on est dans le vrai. Et donc j'ai côtoyé des praticiens, j'ai discuté avec eux, j'ai discuté même avec certains membres du Congo, à l'Ouest Cameroun pour ceux qui savent, et c'est au sortir en fait de toutes ces discussions là en fait que ce projet s'y a pris corps, et donc on aura cette vidéo là qui ouvre un peu ce pan là sur cet aspect, et maintenant l'installation qui viendra je peux dire quoi, matérialiser d'une certaine manière ce lieu de connexion en fait, avec la pratique de la médecine traditionnelle, avec la spiritualité africaine d'une certaine manière. Donc on aura tous ces éléments-là dans ce projet La Voix des génies qui sera présenté dès le 13 juillet.
13 juin. Tu parles souvent de reboiser la planète. Est-ce que c'est un rituel ou tout simplement une sorte d'action symbolique? Reboiser, c'est autant physique, autant quelque chose de, je ne sais pas si je vais dire mental, parce que c'est reboiser en ce sens qu'il faudrait que, voilà, on avait conscience de quelque chose dont on n'a plus vraiment conscience aujourd'hui. Donc peut-être il faudrait faire pousser cette idée-là, repousser cette idée, parce que je me dis, on ne peut préserver que quelque chose qu'on aime. Ouais, un peu quand on voit un homme et une femme, quand un homme aime une femme, il peut tout faire pour elle, la protéger, voilà, la chouchouter, vous voyez un peu, parce qu'il est conscient de sa valeur. Mais est-ce que l'homme peut prendre soin de quelque chose dont on ne connaît pas la valeur dans nos vies tous les jours? Je ne pense pas que ce soit possible. Donc c'est un peu dans cette logique-là que je me dis, si on est conscient en fait de l'importance des forêts et naturellement de tout ce qui vient par la suite, parce que quand on parle de médecine traditionnelle, la plupart de ces essences-là sont extraites des forêts. Ouais, donc autant on va couper les arbres, autant ce sont ces espèces-là qui sont en train de disparaître, autant ce sont des traitements qui ne vont plus être réalisés parce que justement il n'y a plus d'essence en fait suffisamment pour pouvoir le faire. Donc je me dis, non seulement c'est reboiser de façon physique, oui, parce qu'il faudrait, je ne dis pas qu'on ne coupe pas, il faut bien couper, il faut faire du papier, il faut faire des cahiers et tout, il faut couper, mais être conscient que dans la coupe, il faudrait, voilà, aussi et surtout reboiser. Donc non seulement physiquement, mais reboiser d'abord à la base les esprits, parce qu'une fois que les esprits sont conscients qu'on a une richesse, on a quelque chose qu'on doit pouvoir préserver, je pense que ça se transmet aussi plus facilement, non seulement aux tout petits qui sont, en grandissant, sont conscients que voilà, avec tous les tas de déchets plastiques que nous avons qui bouchent les draps et qui causent énormément de dégâts écologiques, imaginez un peu que les enfants d'aujourd'hui, peut-être de la maternelle, sont conscientisés par rapport à ça. Vous voyez bien que d'ici 10 ans, 15 ans, avec cette culture, voilà, justement, il y aura un changement. Donc, on verra des gens jeter des bouteilles, des bouteilles plastiques un peu partout. Et voilà, cette pollution-là va diminuer. Pour moi, c'est non seulement reboiser les esprits, pouvoir susciter une certaine conscientisation. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Il faut noter ça. C'est vraiment, pour moi, c'est d'abord un partage d'expérience. C'est de se dire, voilà, j'ai un questionnement que je mets sur la table et est-ce que les autres sont sensibles à ça ou pas? Donc voilà, reboiser sur le plan physique, reboiser également sur le plan des esprits. On entend beaucoup parler d'archi-paysage. En préparant l'émission, je me posais la question personnellement, ça devient d'où ce concept? Et comment est-ce que tu mets ça en œuvre de manière concrète? Bon, archi-paysage, c'est vrai que c'est le thème avec mon formateur, avec qui j'ai travaillé quand je commençais dans ce domaine, Maurice Pégoué, qui est également le commissaire de cette exposition. Voilà, ça nous est venu comme ça, quand on discutait, parce que c'est avec lui que j'ai construit en fait ce travail depuis le début. Et donc, archi-paysage, c'est... Dans mes peintures, en fait, c'est de pouvoir matérialiser, essayer de matérialiser non seulement l'architecture, mais aussi le paysage. Parce que pour moi, l'architecture dans mon travail, c'est quoi? C'est la présence de l'homme. Quand on voit l'architecture quelque part, ça veut dire que voilà, il y a des hommes qui sont en train de prendre possession de la terre. Parce que la présence de l'homme, pour moi, se matérialise par ça. Et maintenant, quand ils prennent possession de la terre, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, ils abattent les arbres. Donc ces paysages qu'on avait qui étaient beaux et tout n'ont plus forcément leur place. Et donc dans mes peintures, il y a cette superposition de ces éléments-là, de l'architecture au paysage, en se disant, voilà, ce sont des éléments qui peuvent cohabiter dans le même environnement sans avoir besoin d'anéantir l'un pour exister. Vous voyez? Donc pour moi, c'est cette complémentarité-là qui peut exister, ou surtout cette communauté de destin qui peut exister entre l'homme et son environnement. Donc être conscient de la nature qui est là, mais aussi et surtout en prendre soin d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que je parle d'archi-paysage et voilà, ça se voit beaucoup plus que ça ne s'explique. Donc en venant dès le 13 juin à l'Institut français de Douala, je pense que ça va être beaucoup plus clair dans la tête de nombreuses personnes. Tes œuvres utilisent généralement des matériaux naturels, si on peut le dire ainsi, les feuilles, des écorces, des pigments. Pourquoi ce choix en particulier? C'est vrai que tu as globalement d'abord rapidement répondu à la question en entame de cette émission, notamment en parlant de tes origines, mais beaucoup plus important, c'est quoi la symbolique derrière? La symbolique, en fait, pour ce qui est des matériaux naturels, naturellement dans l'installation, c'est ce qui va, vous allez retrouver, parce que je m'inscris dans une certaine logique.
Et je voudrais rester, si vous me permettez, je vais dire le mot logique dans ce que je fais. Et c'est-à-dire, quand je dis logique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne peux pas venir parler d'environnement et je suis celle qui va utiliser les papiers plastiques ou en acheter pour vous voyez. Donc je reste dans une, on appelle dans une certaine cohérence et on appelle ça, ma production doit être éco-responsable aussi. Parce qu'il faut prêcher aussi par l'exemple dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met. Sinon, mon discours à la fin ne va pas du tout être logique. Et moi je n'aime pas ce qui n'est pas logique parce que pour moi c'est je ne vais pas dire un combat, mais c'est une quête qui est à la base personnelle avant de devenir quelque chose que je partage avec le public. Donc pour moi il est important de prendre soin de se soucier de ce que deviendront peut-être les matériaux qu'on utilise dans notre production artistique. C'est pour ça que il y en a des matériaux que je vais utiliser difficilement. Je suis beaucoup plus dans la récupération, essayer de redonner vie à des éléments qui existent déjà plutôt que d'être dans la chaîne justement de recréer et de continuer d'encourager cette pollution-là. Tu as une idéologie, tu as une vision du monde. Est-ce que finalement l'art que tu fais aujourd'hui est un espace d'expression, d'affirmation et donc de porteur de solutions, ou alors c'est finalement une sorte de manière de dénoncer tout simplement? On fait le constat ensemble, on dénonce et après ça plante le débat d'une potentielle recherche de solutions. À quel niveau te situes-tu? Je vais dire d'abord le questionnement. D'abord essayer de mettre en exergue le questionnement, de se dire voilà, il y a un problème qui est observé, comment est-ce que je l'adresse au public, comment est-ce que je me fais entendre, comment est-ce que je me fais voir si on veut parler des arts visuels. Donc pour moi c'est d'abord cela, c'est pas on ne vient pas donner des leçons aux gens, non. On ne vient pas conseiller faites ci, ne faites pas ça. Maintenant on fait des propositions et maintenant on se dit peut-être avec la connexion que la personne peut avoir avec le travail que tu as réalisé, ça peut déclencher quelque chose, ça peut inspirer, ça peut encourager les changements, ça peut d'envisager les choses différemment. C'est un peu beaucoup plus ça pour moi, c'est de susciter en fait la remise en question. Moi je suis beaucoup plus dans la subtilité de se dire oui, les choses sont peut-être faites, j'ai l'habitude de faire les choses d'une certaine manière, mais d'être en contact avec ce travail-ci, qu'est-ce que ça suscite en moi, qu'est-ce que ça déclenche en fait, et comment est-ce que je réagis en retour, parce que généralement il y a un moment de voilà, je suis subjuguée, je prends le temps de me laisser imprégner par ce que je regarde, et maintenant, après, je réagis en fait. Donc il y a une émotion, il y a une connexion qui se fait entre le travail et l'observateur, et par la suite, il y a une réponse en fait à cette connexion qui s'est faite. Et pour moi, je ne peux pas savoir quelle va être la réponse de cette connexion-là. On souhaite juste que ça puisse être peut-être une remise en question, que ça puisse peut-être inciter à un changement. Et ça va être bénéfique à la fin pour tout le monde, parce que c'est un problème, ça ne concerne pas que moi, ça nous concerne tous, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Et pour moi, quand je parlais d'identité tout à l'heure, c'est de se dire aussi que je porte cela, ça fait partie de moi, et je ne voudrais pas mettre cela de côté en avançant, je voudrais avancer avec ça, et je me dis peut-être que si nous tous, on pose un regard positif là-dessus, nous tous nous avancerons avec ça, et nous serons tous comme garants, et surtout dans la transmission aussi de cet héritage, parce que pour moi, c'est un accent qui est important, la transmission. Si on ne transmet pas, ça veut dire que tout ce qu'on acquiert aujourd'hui ou tout ce qu'on a comme savoir, ça meurt avec nous. Et c'est pas ça l'idée. Sinon, aujourd'hui, je ne pourrais pas parler de mon arrière-grand-père qui était vraiment extraordinaire dans son domaine, qui avait été contacté par les Allemands à l'époque coloniale et qui, voilà, était appelé à aller dans plusieurs villes pour parler de la médecine traditionnelle parce qu'il maîtrisait ce qu'il faisait. Et qu'aujourd'hui, mon oncle, en fait, puisse continuer cela. Et je me dis à la fin, peut-être je le fais, mais d'une autre manière, parce que je suis tombée là-dedans un peu de façon inconsciente, mais je le fais à la fin aujourd'hui, à ma manière peut-être, mais qui peut également susciter des choses chez des gens. Et je vais si tu me permets, je vais dire autre chose, c'est que lors des expositions que j'ai eu à faire par le passé, beaucoup de gens, quand ils regardent le travail, ils sentent comme quelque chose d'apaisant. Et moi, quand j'ai écouté cela pour la première fois, ça m'a frappé. Je me suis dit, bon, si j'ai manqué d'être médecin, parce que quand j'étais jeune,
quand j'étais plus jeune, je souhaitais être médecin. Si j'ai manqué d'être médecin, peut-être aussi à travers l'art, on peut soigner, ou on peut toucher, ou on peut impacter d'une façon complètement différente. Et laisse-moi te dire que moi, je pourrais même aller au-delà de cela. Tu respires l'art, tu dégages finalement une certaine pureté, une good vibe, si on peut le dire ainsi. Tu vois, tout est apaisé ici. Tu as pesé, n'est-ce pas? Il a pesé. Si tu le dis, merci. C'est bien que tu parles de ta famille. Tu nous le disais à l'entame, tu viens d'une famille gardien de la tradition. Tu as grandi avec la médecine traditionnelle. Comment est-ce que cette culture familiale nourrit tes œuvres aujourd'hui? La question est vraiment, elle tombe tellement à pic. Parce que tous ces moments, si je suis en train d'apprêter tout ce qu'il faut de matériel et tout pour aller à l'Institut français justement pour commencer avec l'installation, pour la mise en place générale. Et je vais parler simplement de l'installation sur laquelle je suis en train de travailler, le sanctuaire que je voudrais recréer. Ma famille, sincèrement, ma famille je ne pense pas que j'aurais pu faire ce travail et être aussi épanouie ou entière dans cela sans ma famille. Je n'aurais pas pu. Parce que je vous donne un petit exemple. Il y a plein d'éléments que je vais utiliser dans cette installation-là, que c'est ma mère qui est en train de m'aider à trouver. C'est ma nièce qui va rester, qui va dire non mais tata, tu n'as pas pensé à telle chose. Est-ce que telle chose ne pourrait pas rentrer dans ton travail? Parce qu'aujourd'hui, à la fin, je partage ce que je fais avec eux. Que ce soit mon oncle justement qui est à Bandung aujourd'hui, je le contacte régulièrement, je vais discuter avec lui et chaque fois j'ai besoin en fait de que les gens comprennent, que j'explique aussi aux gens ce que je suis en train de faire. Et à un moment donné, je n'ai plus besoin d'expliquer, que j'ai l'impression que les autres comprennent souvent mieux que moi ce que je suis en train de faire. Vous voyez, donc, du coup, ils sont tellement impliqués et pour moi, quand je parlais tout à l'heure justement de transmission, à la base, je vous dis que c'est d'abord la famille. Donc, quand on parle de transmission, c'est d'abord les personnes qu'on a autour de soi. On ne peut d'abord toucher ou impacter que les personnes qu'on a autour de soi. Avant de vouloir aller à l'extérieur, de se dire que voilà, j'ai telle chose, j'ai telle proposition que je fais, comment est-ce que les autres peuvent réagir à ça? Moi, je regarde d'abord à ma famille et de voir comment ils se sentent impliqués aujourd'hui dans ce travail. Au début, quand je commençais ma carrière, c'était pas pareil. Vous voyez un peu, imaginez un peu, vous êtes à l'université et que vous venez dire, moi je veux faire l'art. On t'a pas envoyé à l'école pour faire ça, tu vois. Et donc du coup, moi je faisais mon truc et j'étais tellement obstinée dans ça qu'on m'a dit, bon, tant qu'à faire, quel que soit ce que les autres disaient, moi j'étais concentrée dans mon truc. Et ce qui m'a plu, c'est que ma mère ne m'a jamais dit ne fais pas. Elle m'a dit, ok, continue tes cours, mais s'il te plaît, ne laisse pas l'université. Donc j'ai continué mes cours, mais à un moment donné, c'était plus possible de joindre les deux. Et j'ai dû prendre la décision et assumer aussi, parce que non seulement il faut prendre une décision, mais il faut surtout l'assumer sans aucune garantie. C'est compliqué souvent dans le Absolument. Absolument compliqué. Donc du coup, j'ai pris cette décision et aujourd'hui, je vous assure, ce sont mes premiers supporters. Donc il y a mon frère, l'autre jour, je vois sur son statut, mais il me dit, je suis ton fan numéro 1. Qu'on peut dire que à la fois ce qu'on fait, quand tu le fais avec une certaine volonté, avec une certaine passion, ça finit par toucher les autres et tu n'as plus besoin de forcer pour qu'ils se sentent impliqués dans ce que tu fais. Donc pour moi, c'est aller tellement naturellement et je me dis, si ça peut toucher les gens de ma famille de cette manière, maintenant je vais à la rencontre du monde et je me dis, voici ce que j'ai à proposer, comment est-ce que les autres réagissent à ça, comment, voilà. Moi, c'est un peu ce dialogue-là que je voudrais créer. Pas trop fatigué, j'espère, on peut continuer l'émission. Non, je suis pas fatigué. On en entend pour 2 heures, ça va? Tu me taquines, toi. Alors, 2 anecdotes, tu vas nous dire à quel point ça a été un déclic ou bien catalyseur dans ta carrière jusqu'ici. Parlons peut-être de... Si je te donne le nom de Maurice Pégoué, ça te penser à quoi? Oui, mais lui, Maurice Pégoué, c'est... je pense que... il est une part importante dans la personne que je suis en train de devenir. Ouais. Il est une part vraiment importante. Et il a été là depuis le début. J'ai commencé ma formation en 2011 à l'association Future Art. Oui. Et lui, il est l'un des fondateurs, membre fondateur de cette association. Ouais. Et quand je commence en 2011, en 2014, quand je prends finalement, je peux dire la décision de m'impliquer à 2000% dans ça, je vais dans son atelier, j'ai passé pratiquement 4 ans dans son atelier, j'allais chez lui tous les jours, de 8h à pratiquement 18h, parfois c'est lui qui me chassait, donc j'arrivais le matin, souvent je me réveillais, et son atelier, il me disait, mon atelier est devenu ton atelier parce que tu utilises plus que moi. Donc lui, il a été vraiment au début
comment on dit, le début de l'intention même d'être artiste, c'est avec lui que ça s'est construit. Quel a été son impact sur ton regard et surtout sur ta technique? Mais à tous les niveaux, quand je dis à tous les niveaux, c'est-à-dire que l'idée d'abord, ce travail, j'ai fait plein de choses avant de me spécialiser et de rester dans cette ligne-ci que je suis en train de suivre. Il a été déjà à la base de cette idée, que ce soit sur le plan de la technique, les aplats, la technique que je suis en train, c'est avec lui que j'ai construit cela. Donc, l'apprentissage s'est fait avec lui majoritairement. Donc c'est vrai, il y avait les autres membres de l'association, mais lui principalement parce que je suis allée en résidence chez lui et que j'ai travaillé quotidiennement avec lui pendant de nombreuses années. Ouais. Donc c'est vraiment lui, cet œil exigeant à la fin qu'il porte sur le travail. Je pense qu'à la fin, j'ai fini par le cultiver et d'être un peu trop perfectionniste d'une certaine manière. Donc peut-être ça ne se voit pas, mais dans ma construction, c'est une part vraiment importante. Donc Maurice Pérouet, c'est pour ça aussi qu'il est le commissaire de cette exposition aujourd'hui, parce que je me suis dit, quand j'ai pensé à ce projet en 2023, je ne pourrais pas réaliser, c'est ma première exposition solo ici, mais ma deuxième exposition parce que j'en ai fait une première aux États-Unis. Je me suis dit, je ne pourrais pas réaliser une première exposition solo ici au Cameroun sans que ce soit lui le commissaire de l'exposition, parce que j'ai discuté de cette idée. Quand j'ai eu l'idée du projet, c'est avec lui que je discutais, donc ça s'est construit avec lui. Et pour moi, un commissaire doit être à la base de l'idée. Doit être là quand tu as peut-être des doutes, quand tu réfléchis à comment est-ce que tu vas te déployer dans ton travail. La personne doit être là, doit comprendre en fait d'où est-ce que tu pars pour arriver avec ce travail. Et c'est pour ça que lui, il est le mieux placé, même je pense d'une certaine manière, pour parler de ce travail. Ouais. Donc du coup, Maurice Pérouet, quand on dit personne intelligente, c'est l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées. Et ça, ce que je suis en train de dire, c'est pas faux. Et c'est loin, je dis ça, il est hyper intelligent et tellement ingénieux. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quel mot je peux utiliser pour le qualifier, mais Maurice Pérouet, sincèrement, c'est l'une des personnes les plus intelligentes, l'une des personnes les plus charitables. Parce que tout cet apprentissage, je ne vais pas vous dire que j'ai payé des sommes astronomiques ou j'ai payé quoi que ce soit. Non, il le faisait, mais avec un amour, avec une volonté vraiment déconcertante. Donc pour moi, c'est une personne pilier dans ma carrière et vraiment, surtout ma carrière artistique et humainement aussi, c'est une très belle personne. Donc techniquement, on ne s'est pas trompé dans la préparation de l'émission en parlant de déclic. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des principaux, sinon le plus grand déclic de ta carrière? Disons, déclic, je vais dire quoi? Déclic, je vais dire à la base. Catalyseur, c'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose, mais non, il n'y avait pas déjà quelque chose quand je rencontre Maurice Pérouet. Il n'y avait pas quelque chose. Moi, je ne vais pas vous dire que je suis le genre de personne qui a décidé quand elle était petite, comme les chanteurs. J'ai commencé dans le ventre de ma mère. Ah non, du tout. Moi, ce que je faisais, c'était la lecture. Et maintenant, le dessin, c'est vrai que je dessinais peut-être un peu, mais ce n'était pas au point d'être hyper passionné. Donc, c'est quand je découvre l'association en 2011 parce que je cherchais une activité extra-académique. Parce qu'à l'université, on avait beaucoup de temps. Ici, à l'université de Douala, on avait peut-être 3 fois par semaine. Donc, du coup, je me suis dit, il faudrait que j'ai une activité. Je suis un peu hyper actif. J'aime faire plein de choses à la fois. Et donc, je cherchais une activité. C'est comme ça qu'une amie, Christelle Nadia, me dit, j'ai découvert telle association qui offre des cours de formation. Est-ce que ça ne te dit pas? Je dis, attends 2 secondes. Mais on y va. Et donc, je commence en 2011 et je commence donc avec lui, puisqu'il est dans l'association. Donc, il est à la base, comme je dis à la base. Ce n'est pas le déclic, mais il est à la base de ce travail et dans la construction de la personne que je suis en train de devenir. Ok. Deuxième élément, si je te parle de Camart. Atelier Camart. Ouais. Ah oui, Atelier Camart. J'aurais été photographe dans ma vie que je n'aurais pas été plus surprise. Parce que c'est vrai que Camart, ça intervient en 2021. J'aurais été. Je l'ai déjà. Oui, non, je dis, ça aurait été plus logique plutôt que de dire peut-être artiste peintre. Ah, d'accord. Un peu. Donc, Camart, ça intervient en 2021 parce que quand j'évolue avec mon travail, je me dis j'ai besoin d'autres médias d'expression. Et je suis la photographie, c'est une des choses que j'avais toujours souhaité. Et quand je devais passer mon bac, j'avais demandé à ma mère, si j'ai mon bac, s'il te plaît, j'aimerais que tu m'offres un appareil photo. Et elle avait accepté. C'était notre condition. Maintenant, quand j'ai le bac, il y a d'autres priorités et tout. Donc, du coup, l'appareil photo, c'est plus vraiment trop à l'ordre du jour. Et je commence avec
avec la peinture, je m'investis dans ce que je suis en train de faire et après je me dis il faudrait que je prenne le temps de me former parce que utiliser la photo ça peut m'aider à m'exprimer différemment, peut-être sur le même sujet mais différemment. C'est donc comme ça que et en connaissant déjà un peu monsieur Max Bacop qui est le porteur de ce projet-là, il me dit non, quand on va lancer la candidature, il faut postuler. Et je postule donc et je suis retenue et je fais donc cette formation-là en 2021. Et c'est là que je réalise ma première série photo qui s'intitulait Fit en grâce. Et voilà, c'est un peu de là que ça part et qu'aujourd'hui je me retrouve aussi en train de faire de la vidéo parce que justement j'avais suivi cet apprentissage photographique là. Donc pour moi c'est une part de mon travail qui est tout aussi importante que la peinture que je suis en train de faire parce que ça te permet d'avoir une immersion qui est complètement différente de la peinture. Bon, je rappelle déjà que tu es lauréate finalement de ces ateliers-là. Mais tu parles de l'apport de la photographie. Moi, j'aimerais bien que tu nous situes dans le rapport, non seulement entre la photographie et l'art plastique, mais cette logique de complémentarité, en quoi est-ce que la photographie t'a donné une plus-value, a enrichi finalement ton travail? Déjà, simplement en étant un autre moyen d'expression. Simplement en étant un autre moyen d'expression, ça enrichit déjà énormément parce que le regard à la fin que je vais porter sur mon travail au travers de l'appareil photo, c'est différent de celui que j'ai quand je suis en train de peindre. C'est complètement différent. Comme je parlais d'immersion tout à l'heure, justement avec l'appareil photo, tu as cette facilité-là parce que ça capte les images avec une certaine rapidité et tout. Donc tu as la possibilité de t'immerger en fait dans ce domaine-là, de rentrer en contact avec que ce soit les praticiens ou toutes les autres personnes que je souhaiterais rencontrer et donc de pouvoir récolter un certain nombre d'informations que tu ne pourrais pas faire autrement. Donc la photographie c'est l'un voilà, ça rentre dans les arts visuels et pour moi c'est une part tout à fait importante parce que ça offre des libertés que voilà la peinture n'offrirait pas, tout comme l'installation qui est aussi un autre moyen d'expression offre des libertés que la photographie ou la peinture n'aura pas. Donc pour moi chacun en fait a sa place et tu uses de chacun de ces médiums là de façon différente en fonction de l'idée que tu as. Tu as une idée et tu te dis comment est-ce que je peux la matérialiser parce que pour moi ce sont des moyens de matérialiser les idées que j'ai, les inspirations que j'ai. Et donc voilà, l'installation c'est quelque chose de très manuel, c'est quelque chose où il faut aller à la conquête, à la recherche des éléments qui vont t'aider à t'exprimer. Alors qu'en photographie, voilà, tu as ton appareil photo, dès que c'est bien réglé, tu captes et tout. Donc maintenant là-bas c'est le regard que tu vas porter, comment est-ce que tu vas saisir les instants ou les images que tu veux saisir. Donc pour moi c'est chacun de ces moyens-là a sa place dans mon expression artistique. Deux questions pour terminer cet entretien. On parle également du vernissage qui aura lieu vendredi à l'Institut français. Tu sais, il y en a qui n'ont pas une réelle culture et qui sont profanes dans la chose même de l'art plastique. C'est quoi le vernissage en fait? Le vernissage, en fait, je vais dire quoi, c'est une ouverture. C'est un peu comme on peut dire vernis. À l'époque, ils utilisaient le vernis parce qu'on utilisait justement le vernis pour... mais aujourd'hui, quand on parle de vernissage, c'est une ouverture officielle en fait d'une exposition. Donc, et en présence de l'artiste. Donc, notez que généralement c'est en présence de l'artiste. Et donc, c'est le lancement, c'est le début et on convie donc les gens à venir communier autour du travail de l'artiste, avec l'artiste en présence. Donc, on a la possibilité de discuter avec lui, on a la possibilité de faire un certain nombre de choses et c'est ça qu'on appelle le vernissage. C'est pour cross-proter, par exemple au niveau du livre, c'est un peu comme une séance de séance de dédicace en fait. Voilà, de façon parallèle, si on veut aller un peu, on va dire que c'est, puisque justement tu as la possibilité d'être en contact direct avec l'artiste sans intermédiaire. Tu sais pourquoi j'essaie de faire ce parallèle? Non. Parce que j'ai une formation en édition. Ah d'accord. Donc c'est toujours important de revenir dans son univers. Alors qu'est-ce que tu nous réserves pour le vernissage ce vendredi à l'IFC? Est-ce qu'il y aura des performances ou même des surprises? Certainement surprise. Pour ce qui est même de l'installation, j'ai essayé un peu de planter le décor, mais le véritable décor sera à l'Institut français dès le 13 juin. Donc venez à 18h, que tous ensemble on puisse, je ne sais pas si je vais dire déguster, communier. Pour moi, j'irais plutôt ça, communier avec ce qui sera présenté ce jour-là. Ouais. Bon, c'est vrai que plus qu'on est en train de faire l'entretien, c'est vrai que c'est que au cœur de l'actualité, c'est de demander aux gens de venir. Je rappelle en tout cas la date, c'est du 13 juin au 26 juillet de cette année. C'est ça qui est au cœur de l'actualité, mais je suis obligé d'aller dans la perspective parce que c'est pas sûr que je te reverrai.
Après cette exposition, comment est-ce qu'on peut faire pour les auditeurs qui nous écoutent et les internautes qui nous regardent pour suivre ton travail après cette expo? Après cette exposition, il faut noter, on revient un peu sur l'exposition, si tu permets, pour dire que l'exposition justement va durer pratiquement 6 semaines, et au courant de l'exposition, on aura un talk. La date sera communiquée très prochainement, et éventuellement également un atelier journée porte ouverte où les gens pourront venir essayer un peu que ce soit le dessin, la peinture et tout. Et si c'est ce qui est de me contacter ou de rentrer en contact avec moi à travers mes pages médias, donc Facebook, Instagram, LinkedIn. Bienvenue Photso, simplement vous entrez et vous allez tomber directement sur moi, et là aussi vous aurez toutes les updates par rapport à l'exposition, par rapport aux projets à venir et ainsi de suite. Ah, donc pour savoir les projets à venir, on va là-bas. Oui, si on va là-bas. La prochaine question, le projet à venir, après, je comprends. Après, je vais continuer en fait. Je vais continuer la production déjà. Je vais rentrer en atelier parce que ça fait un moment que je ne vais pas travailler. Je vais rentrer en atelier pour. J'ai d'autres projets sur lesquels je suis en train de travailler. Et moi qui me disais qu'il y allait avoir peut-être une tournée. Généralement, chez les artistes, on ne parle pas vraiment, chez les artistes plasticiens, on ne parle pas vraiment de tournée comme chez les musiciens. Maintenant, ça peut être un projet qui a peut-être plusieurs escales, qui peut faire plusieurs escales, c'est-à-dire qu'on peut faire l'exposition ici, et c'est la même exposition après qui est représentée à Yaoundé ou dans d'autres villes, ça encore c'est possible. Et donc on ne peut pas vraiment parler de tournée, mais pour le moment, un autre projet, là tout de suite, je ne vais pas donner de date, mais toujours est-il qu'on sera en laboratoire en train de produire. Bienvenue Photso, c'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je rappelle que tu es peintre, photographe, artiste visuel, mais le plus important... artiste visuel pour globaliser un peu tout ça. Ouais, mais le plus important dans tes différentes casquettes, eh bien, c'est que tu es camerounaise. Et c'est le plus dur métier apparemment. Dur métier, non, je ne sens pas le poids du tout. Non. Une camerounaise bizarre, ça existe encore. Allez, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. J'espère que tu as aimé l'émission. Très cool, très relax. Merci à tous, merci aux techniciens, merci Servet, merci pour l'invitation. C'était vraiment cool, et merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Avec un peu de chance, je pense qu'on se reverra à l'IFC. Mais absolument, je compte bien. Il faut noter. D'accord. Écoutez, très chers auditeurs, on se donne rendez-vous demain avec le même plaisir. C'était un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Comme il est de tradition, je rappelle que c'est une quotidienne. On est ensemble de lundi à vendredi entre 10h et 12h. On termine en musique avec un choix de la réalisation. À la mise en onde aujourd'hui, Franck Mouna. On a eu l'une à la première partie de l'émission. Bienvenue Photso à la seconde partie. Restez scotchés sur le programme de la radio Audace et abonnez-vous à nos pages Facebook, Instagram et YouTube Radio Audace.